Bonsoir, bienvenue au club de lecture d'un océan à l'autre, que vous nous écoutez en direct ou en différé. On est content de vous savoir parmi nous. Donc ce soir, on lit, ou on va discuter plutôt des Derniers Dieux, le roman de Simone Chaput qui est paru en 2018 aux éditions du Blé. La fluidité et la transgression des genres masculins et féminins est au cœur de ce roman. Ces enjeux, pourrait-on dire, sont plus que jamais dans l'actualité et au Canada français aussi. D'ailleurs, suite aux pressions du public acadien, Radio-Canada, qui avait mégenré l'artiste Xavier Gould, qui utilise le pronom Yel, dans un article paru au début du mois de juin 2021, donc ce mois-ci, a annoncé la création d'un comité qui se pencherait sur l'écriture inclusive. Donc, les choses bougent et nos artistes franco-canadiens y sont certainement pour quelque chose. L'angle de Simone Chaput est différent, très littéraire, et on va parler de tout ça ensemble ce soir. Je suis en compagnie de deux grands lecteurs pour discuter du livre. Tout d'abord, la professeure à temps partiel au département de français de l'Université d'Ottawa, Monia Brahim. Bonsoir, Monia. Alors, ravi d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Merci d'être là. Je suis très content de faire ta connaissance. Et avec toi ce soir, il y a celui qui était jusqu'à tout récemment rédacteur en chef du journal francophone des territoires du Nord-Ouest, que j'ai bien connu pendant mon séjour dans le Grand Nord et qui est avec nous à partir de Yellowknife, où le soleil ne se couche pratiquement pas ces jours-ci. Donc, bonsoir ou bonjour, Baptiste Foisy. Bonsoir, Xavier. Voilà, je suis directement à côté du Grand Lac des Esclaves dans ma cour ce soir. Tu as des belles brises de ce grand lac-là. Et tu as un beau drapeau aussi derrière toi, mais c'est pas l'Acadie, c'est pas où tu es présentement. Donc, on clarifie bien que tu es à Yellowknife. Oui, c'est ça. Mon nom est. J'ai la Hein? casquette pour éviter toute confusion. Ah, c'est ça, l'ours polaire, ouais, sur la casquette. Voilà. Donc, mon nom est Xavier Lord-Giroux, puis il me fait plaisir d'animer cette séance à partir de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Moi-même, je devrais avoir un drapeau de l'Acadie derrière moi. Si c'est votre première fois avec nous, le Club de lecture d'un océan à l'autre est une initiative du Regroupement des éditeurs franco-canadiens. Donc, à tous les mois, nous proposons la lecture d'un livre canadien que vous pouvez emprunter gratuitement en format numérique sur le site web de notre partenaire, la Bibliothèque des Amériques. Vous avez été nombreux à le faire d'ailleurs ce mois-ci. Je tiens également à remercier nos bailleurs de fonds, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de l'Ontario, ainsi que Patrimoine canadien. Pour ceux qui nous écoutent en direct, je vous invite à nous faire part de vos commentaires dans la section commentaires. Vous pouvez aussi utiliser le questions et réponses, donc Q et R, si vous avez la version française de Zoom qui est en bas de l'écran. Donc, vous pouvez converser avec nous, vous nous envoyer vos commentaires et puis vos questions également, et ça va me faire plaisir de vous lire. On a Emma, d'ailleurs, qui nous dit allô avec un petit sourire, donc allô à toi aussi, Emma, dans le webinaire Zoom. Voilà. Et puis, j'ai oublié, comme je vous le rappelle à toutes les séances, on vend des punchs, on parle du livre en entier. Donc, si vous n'avez pas encore lu Les Derniers Dieux, arrêtez tout de suite. Ne regardez surtout pas cette captation et lisez le livre d'abord. Et puis, revenez nous voir ensuite lorsque ce sera fait. Donc, Baptiste, je commence avec toi. Est-ce que tu peux nous résumer brièvement l'histoire des Derniers Dieux? Oui, ben, Les Derniers Dieux, c'est un récit qui suit le parcours de Thierry et aussi Thérèse, parce que Thierry, qui est un auteur qui se ramasse sur une plage de Long Island, là, il vient de New York, si on comprend bien le récit, et pour écrire un roman. Et alors qu'il se trouve à cet endroit, il est transformé en femme. Il prend on l'appelle Thérèse. En fait, on utilise les deux noms de façon interchangeable dans le roman. Et donc, de cette transformation, il va le personnage va être confronté à lui-même et surtout livré un peu à lui-même parce qu'il doit repartir de rien, essentiellement. Et de cette progression-là, il y aura là, différents chassés croisés, amoureux notamment là-dedans. Et surtout, va venir une transformation intérieure du personnage. Je pense que c'est ça qui est un peu la trame du récit, qui par ailleurs est calqué sur un mythe grec, le mythe de Tirésias, qui devient essentiellement au cours de ce récit, c'est un peu la genèse de Tirésias là, qui nous est racontée, c'est-à-dire qu'il devient l'oracle de Thèbes.
Si je résume grossièrement, il y a le mythe de Tirésias, on va y revenir dans un moment, expliquer un peu c'est quoi. Et puis, le personnage principal s'appelle Tiresias, donc la familiarité est évidente, qui est notre personnage principal, donc qui devient femme dans le récit et puis qui est confronté finalement à ce monde, à cette vie féminine qu'il découvre. Donc, qui est Tiresias? Monia, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le héros de cette histoire? Oui, bien sûr. C'est un personnage très, très intéressant, un personnage complexe. C'est Thierry au début du roman, Thérèse pour redevenir Thierry à la fin du roman. Et comme l'a rappelé Baptiste, donc une version moderne de Thérésias. Et je crois que son statut d'écrivain, je crois que c'est vraiment l'aspect le plus important. Personnellement, c'est l'aspect qui m'a attiré le plus. Puisque en tant qu'écrivain, il va transformer cette punition en cadeau, puisqu'il va transformer cette métamorphose en apprentissage et il va réussir, lui, qui en fait est un écrivain, donc un créateur, il va devenir à sa façon aussi un demi-dieu et il va explorer le monde, donc différents mondes, et il va finir par avoir donc, une connaissance assez profonde de l'humain. Donc, et je crois que c'est un choix très significatif de la part de Simone Chapuis, donc qui voulait montrer à travers ce personnage le pouvoir qu'a un écrivain, un créateur, un artiste. Déjà, avec ce que vous dites tous les deux, j'ai plein de questions, mais pour ne pas perdre notre auditoire, je tiens absolument à ce qu'on explique qui est Tirésias, donc le personnage mythique qui inspire finalement Simone Chaput à écrire les Derniers Dieux. Donc, en quelques mots, puis corrigez-moi si je me trompe sur quelque chose, mais c'est un devin. Donc, quelqu'un qui a une voyance, qui est capable de lire et de recevoir des prophéties qui racontent l'avenir. Et puis, il va être interrogé par des dieux au sujet de savoir qui, entre les hommes et les femmes, a le plaisir le plus grand lors de l'accouplement, c'est ça. Et puis, il va répondre une certaine réponse. Et puis, après ça, ben, il y a un dieu ou une déesse qui va être fâché, qui va le transformer en femme. Il va être femme pendant 7 ans. Et puis, il va redevenir homme au bout de ces 7 ans-là. Donc, il aura vraiment connu les deux genres. Donc, voilà un peu. Et aussi, c'est lorsqu'il confronte l'ordre de la nature, donc lorsqu'il empêche deux serpents de s'accoupler eux-mêmes, qui va être frappé par cette malédiction, pourrait-on dire. Puis c'est un peu ce qu'on revoit dans le roman Les Derniers Dieux. Est-ce que vous connaissiez, vous, moi je ne le connaissais pas, ce mythe-là, ce personnage-là de Tirésias, vous, est-ce que ça vous disait quelque chose? Je commence avec toi, Baptiste. Ben, j'ignorais pas le personnage de Tirésias parce que bon, je connais de façon très, très profane là, la mythologie grecque, là, mais le personnage de Tirésias revient souvent dans la mythologie grecque. Souvent dans la mythologie grecque, quand ils ont besoin d'un devin, c'est lui qui sort. Hein, essentiellement, là, c'est comme il fait figure du devin, le devin de service, là, un peu dans la mythologie grecque. Mais j'ignorais un peu plus là, ce qui est l'objet du roman même, c'est-à-dire un peu la genèse du devin, parce que le Thierry du début du roman n'est pas le devin, c'est tout simplement c'est un mortel comme les autres et on voit comment par le courroux des dieux, il va éventuellement être forcé un peu d'acquérir ses pouvoirs, hein, si on veut. Puis ça, je ne connaissais pas. Mais par contre, je connaissais cette histoire de l'anecdote de Jupiter et Héra, ou Zeus et Héra qui s'obstinaient sur la question du plaisir sexuel. Et cette histoire-là où, bon, ils font appel à Tirésias. Je connaissais cette anecdote dans la mythologie grecque. Alors, et anecdote qui, par ailleurs, dans le récit, ça survient pas mal à la fin. Ce n'est pas quelque chose de très important dans, dans la progression des événements là, du roman. Et toi, de ton côté, Monia, est-ce que tu connaissais Tirésias? Euh,
comme Baptiste, en fait, je connaissais Tirésias à travers d'autres mythes, dans le mythe d'Oedipe, dans l'Odyssée, donc quand Ulysse va consulter donc, cet oracle, donc Tirésias. Et pour moi, c'était souvent un personnage secondaire. Et avec ce roman, ce personnage est devenu le personnage central. Et je crois, comme la plupart des lecteurs et lectrices, c'est-à-dire que à la fin du roman, et surtout après avoir lu l'extrait de Les Métamorphoses de Vite, le roman, je suis allée lire davantage sur Tirésias et j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs versions aussi du mythe de Tirésias. Et je crois que c'est ça l'aspect le plus important, c'est-à-dire que quand on réécrit un mythe, on choisit l'aspect que l'on veut valoriser, l'aspect qui semble représenter les maux d'une période ou les besoins d'une époque ou les préoccupations, les questions que se posent les gens dans une société en particulier. Donc, grâce à Simone Chapuis, je crois qu'on est allé chercher un peu plus pour mieux connaître le mythe de Tirésias. Désolé, j'ai eu un petit problème de connexion. Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? OK, parfait. On va espérer que ça ne se reproduise pas. Bon, je recommence ma question. Dans le fond, Monia, tu disais que finalement, ta lecture des Derniers Yeux, c'était comme tu as vu ça comme une transposition du métier d'écrivain d'une certaine façon, l'écrivain qui va comprendre l'humanité dans son ensemble. Est-ce que ce mythe de Tirésias, cette avenue que prise l'auteur était la bonne à ton avis pour exposer ça? Oui, j'ai lu le roman comme un voyage aussi, comme essentiellement un voyage euh, que l'écrivain propose au lecteur. Donc, l'écrivain qui a cette capacité de transgresser les frontières, de transgresser les genres, de passer du monde de la fiction au monde de la réalité, du monde des dieux au monde des hommes. Donc, l'écrivain a permis donc, ce voyage-là et a permis cette aventure de changer de genre littéraire aussi, puisqu'on a du mal à classer le roman, mais changer d'époque et passer de l'univers divin à l'univers des mortels. Donc, le personnage, je crois que Tirésias c'est vraiment bien représenté à travers le personnage de l'écrivain, de l'artiste, du créateur. Mm-hmm. C'est vraiment. Est-ce que Baptiste, toi, tu as vu ça aussi ou tu as reçu le roman autrement? Ben, bon, évidemment, plus on approche vers la fin du roman, plus ça se cristallise, là, cette idée que, bon, il s'agit en somme d'une espèce d'art poétique, là, où on présente une vision de ce que c'est que d'être un auteur. Mais entendons-nous, là, on lit le roman, comme je dis, ça se cristallise à la fin, cette espèce de vision-là. C'est un peu normal, là, mais comme lecteur, c'est d'abord et avant tout la progression des différentes stations là, du roman là, qui, moi, m'a plus... je l'ai lu d'un peu plus de cette manière-là. Là. Éventuellement, quand on arrive au bout, on dit ah, OK, c'est là qu'elle s'en venait avec cette histoire-là. Mais comme appréciation de lecture, moi, je l'ai vraiment plus vu comme un parcours linéaire. Là. Puis bon, l'histoire on finit par comprendre que bon, c'est calqué sur un mythe grec, mais on pourrait le lire aussi sans avoir cette compréhension-là du tout. Là. C'est pas le personnage vit différents moments, puis c'est vrai. Et à partir du moment où il devient Thérèse, qui devient une femme, le personnage, ben là, tout à coup, s'enchaînent les situations confrontantes dans son parcours. Et c'est un peu, moi, c'est plus à ce niveau-là que j'ai reçu ce roman-là. Évidemment, à la fin, je me suis dit, bon, OK, il y a une vision. Effectivement, j'ai compris ce truc-là sur la vision de l'auteur. Mais ultimement, c'est aussi le récit d'un personnage qui vit une mésaventure, là, une mésaventure assez confrontante. Tu disais dans tes notes qu'il y avait une certaine ressemblance entre la prémisse de l'histoire et un roman de Stephen King. Donc, un écrivain qui s'en va dans un chalet en retrait de la civilisation pour écrire. Et Ouais,
qu'on le recevait aussi avec une espèce de langue qui s'apparente à celle qu'on peut lire dans des traductions justement des romans américains. Pourtant, c'est une autrice canadienne. Elle campe son roman à New York. Et je pense qu'en entrevue, elle disait que c'est parce que New York, selon elle, c'est un peu comme l'Athènes. Parce que Athènes était pour les Grecs dans l'Antiquité, New York, c'est un peu notre Athènes aujourd'hui. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus? Comment toi, t'as vu ou reçu justement la langue qu'elle utilise, la prémisse qui s'apparente à ces romans de Stephen King? Ouais, ben quand je dis que ça se rapporte, je faisais la comparaison avec Stephen King juste en raison de, c'est un peu une espèce de situation archétypale dans la littérature contemporaine américaine, là, où bon, évidemment, il y a beaucoup d'auteurs qui sont basés à New York, aux États-Unis. C'est une grande ville, New York, effectivement. C'est un peu l'Athènes moderne, on pourrait dire ça. Il y a et bon, New York, c'est pas très loin de la côte, hein. Il y a Long Island, c'est tout près. Alors, il y a beaucoup de romans dans la littérature américaine qui ont cette prémisse-là d'un auteur qui va se réfugier au bord de la mer pour créer. C'est pour ça que bon, on retrouve ça notamment chez Stephen King, là. C'est pour ça que je donnais cette comparaison-là, mais on est très loin de l'univers de Stephen King, entendons-nous. Mais disons que la prémisse de base l'est. Mais je me suis questionné aussi sur cette question de la langue parce que, bon, c'est écrit dans un français qui est par moments franchouillard. Parce que, bon, c'est pas parce que c'est normatif, parce qu'on tombe assez fréquemment dans le registre plutôt vernaculaire, mais avec des tournures qui sont métropolitaines, disons. Euh, même parfois, on est dans le très vernaculaire, là. Il y a des moments où on emploie le verlan, par exemple. Je suis désolé, il y a un avion qui passe à côté de moi. Euh, et Ça, on utilise des mots comme mec, oui, je pense excusez. nichon aussi, on utilise ça. J'ai pas tous les exemples en tête, mais c'est Oui, ce genre de langue-là qu'on retrouve oui. ouais, Bon, le langage est plutôt soutenu, mais quand on tombe dans le vernaculaire, c'est le vernaculaire français qui ressort. En fait, essentiellement, là, il y a un seul passage là, qui sonne un peu différent et qui s'est voulu comme ça dans le récit. Mais je me suis posé la question, est-ce que c'est parce que c'est à New York qu'à New York, on parle un français métropolitain? Ce qui est pas... Mais puis là, je me suis dit, ben, peut-être que c'est pastiche de ces romans qui sont des romans américains qui sont fréquemment traduits en France et qui nous reviennent un peu métamorphosés comme ça. C'est toujours agaçant de lire la description d'une partie de baseball traduite en France, par exemple. comme Mais le même passage ou subissait une même transformation à celle que Thierry subit dans le livre au niveau du genre, mais ces livres-là, c'est au niveau de la langue presque, ouais. on ressent ça. Monia, qu'est-ce que toi t'en as pensé de ce contexte donc américain avec cette langue très vernaculaire française par moment? Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça à ton avis? Je n'ai pas été très, très sensible à cet aspect-là. J'ai vu le cadre, le choix de New York comme une ville où c'est une ville qui ne représente pas vraiment les États-Unis, mais une ville où il y a un mélange de, de, de personnes, de cultures, de croyances, de couleurs, d'idéologies. Et je me suis dit, c'est un, c'est un bon choix de la part de l'autrice parce qu'elle propose, à travers le parcours de Thierry, elle propose une société semblable à celle que l'on voit à New York. Donc, j'ai vu New York de cette façon-là. Mais juste pour revenir, parce que je parlais de l'écrivain, du pouvoir de l'écrivain, et c'est un roman sur l'écriture aussi. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais juste lire quelques passages à la page 164, quand Thierry parle de son rêve de devenir écrivain. Et je trouve que ce sont de très belle phrase. Alors, moi, lui a-t-il confié, quand j'étais petite, c'était Rêve qui parle, je rêvais de devenir écrivain. Je voulais me glisser dans l'espace entre les mots et découvrir des mondes nouveaux. Je voulais vivre à fleur de peau, tout nu, tout l'air, et vibrer comme une corde sous le souffle du vent. Je voulais écrire, je voulais créer, comme on respire, comme on aime, comme on s'efface dans le temps. Et cet écrivain a la capacité donc de se métamorphoser, de changer et de s'amuser parce que
j'ai eu l'impression à un moment donné que l'autrice s'amusait à, à dérouter un petit peu le lecteur, comme l'a remarqué Baptiste. C'est-à-dire qu'on est un petit peu perdu parce qu'on ne voit pas Tirésias au début du roman. Il faut du temps pour voir un petit peu, pour voir cette relation. Et au début, on est un peu perdu. Est-ce que Thérèse est le personnage du roman que Thierry est en train d'écrire? Est-ce qu'il se met dans la peau de du personnage qu'il est en train de créer? Et on est un peu perdu. Et je crois que l'autrice s'amuse à dérouter les lecteurs, mais aussi ses personnages. Donc, on est un peu perdu, on perd les repères, et c'est bien sûr voulu, c'est volontaire. Donc, c'est une écriture qui s'amuse, qui joue avec le lecteur. Donc, une écriture qui semble, je ne sais pas, on peut lire certains passages comme des tableaux, une écriture très, très sensible à ce que ressentent les personnages, des descriptions des passages descriptifs très, très détaillés. Donc, on suit ce que vivent les personnages et le roman est écrit au présent. Dans la majorité des passages, c'est le présent, le temps, le présent qui domine. Et donc, on suit avec le personnage ce qu'il vit, ce qu'il ressent, partage avec lui. Il n'y a plus cette frontière avec le personnage ou les personnages. C'est une très belle plume, je dois dire. Moi, j'ai pris plaisir à lire, surtout le début, on dirait que c'est très frappant à quel point c'est très juste les mots et la formulation que l'autrice va utiliser pour décrire les personnages, les lieux, tout ça. J'aimerais qu'on se dirige un peu vers cette question de genre. Donc, je pense que vous avez des opinions un peu différentes les uns des autres de cette transgression de genre qui est mise de l'avant dans le récit. Commençons avec toi, Monia. Donc, dans ta critique que tu m'as envoyée, qu'on va publier sur le site du RFC dans les prochains jours, tu indiques que ce roman est une ode à la femme. Pourquoi, à ton avis? Pourquoi euh, est-ce que ça rend hommage justement à la féminité? Oui, j'ai lu le roman comme une célébration de la femme et j'ai lu La Métamorphose de Thierry comme une ode à la femme. Au début, c'est une transformation spectaculaire, c'est parfois un petit peu drôle. Donc, il remarque des changements au niveau de son corps, il commence à paniquer, à avoir peur. Et au chapitre 7, juste pratiquement, il commence à se poser des questions. Un jour, est-ce que c'est suffisant pour apprendre, découvrir le monde des femmes? Et donc, il commence à changer d'attitude. Et à un moment donné, vers la fin du roman, il n'a plus très envie de redevenir un homme. Il aimerait rester Thérèse toute une vie. Et tout au long du roman, il explore le monde des femmes et il rappelle que les hommes et les femmes qui vivent ensemble, qui se côtoient, qui travaillent ensemble, qui sont des amis, qui s'aiment, ne se connaissent pas vraiment, puisqu'il a un regard différent. Il découvre le monde féminin quand il devient Thérèse. Et il y a des barrières entre les hommes et les femmes, même si la société a beaucoup changé, ces barrières existent et Thierry franchit ces barrières-là et découvre la force. Et je crois que c'est le mot-clé qui permet de définir le féminin dans ce roman. Et à la page 222, il le dit. Je ne sais pas si, est-ce que je peux lire, Xavier, juste un Absolument. petit extrait? Oui, oui, absolument. D'accord. Alors, c'est avec son ami Barthélemy, donc il parle des femmes. Et Barthélemy alors dit d'un mouvement presque violent, Barthélemy rejette la tête sur les épaules et la voix cassée par l'amertume, il lance vers le ciel: ah, il n'y a pas à dire, elles sont fortes, les femmes. Porté loin lui aussi par le souvenir, Thierry marque une pause avant de reprendre la voix blanche. Tu n'as pas idée, Gascar, de ce qu'elle en bave, la femme. Enlève-lui tout s'il le faut, mais de grâce, laisse-lui sa force. Et on a le chapitre, par exemple, 13, je crois, qui est consacré à la recherche d'un emploi. Donc, Thierry entame, parce qu'il est pratiquement le père, il n'est plus écrivain, il n'arrive plus à avoir donc, de quoi payer un appartement. Et il découvre ce que vivent les femmes lors des entrevues, ce que les femmes doivent supporter pour aller trouver un travail. Donc, j'ai lu ce roman comme un hommage à la femme et à la force de la femme. Il y a pas à dire que, bon,
ses débuts comme femme, Thierry, lorsqu'il devient Thérèse, au début, c'est assez difficile, c'est une descente aux enfers presque, mais c'est vrai qu'il va découvrir des choses, ne serait-ce que le pouvoir de donner la vie. On ne l'a pas encore souligné, mais pendant ses 7 ans comme femme, il va accoucher d'un enfant, donc il n'y aurait pas eu cette possibilité-là comme homme. Mais Baptiste, bon, je me dirige maintenant vers toi. Tu notais en fait, le sous-titre de ta critique qui va paraître également dans les prochains jours, c'est que c'est une histoire paradoxalement hétéronormative. Pourquoi? Oui, ben bon, c'est la façon que j'ai lu ce roman-là. Bon, évidemment, c'est une histoire, c'est une fable transsexuelle, là, pourrait-on dire, là. C'est-à-dire qu'il y a un personnage masculin qui devient une femme et qui redevient un homme éventuellement dans cette histoire-là. Et bon, puisqu'on a cette prémisse-là, moi, je m'attendais à ce qu'on on explore davantage la question de la fluidité des genres, de l'attraction, tout ça, qu'on remette un peu en cause, disons, la, la- la binarité des rapports, mais étonnamment, ça ne se produit pas. J'étais dans ce roman. On dirait qu'à chaque fois que je me dis, ah, que ça y est, il se passe quoi, c'est à ce moment-là que le personnage va se rendre compte qu'il peut être attiré par les hommes, par les femmes. De façon... Finalement, on dirait que ça ne se produit jamais, ce truc-là. Bon, il y a différentes là, rencontres charnelles et amoureuses là, qui vont joncher là, le récit durant les 7 ans de transformation de Thierry en Thérèse. Et là, et bon, éventuellement, il rencontre ce personnage qui est très intéressant de Lo Chen, un personnage que j'ai bien aimé dans le roman. Et là, je me dis, bon, ça y est, Thérèse va avoir une aventure avec une femme. Mais non, il y a comme. Ça n'arrive pas parce que dans sa tête, il faut qu'il soit un homme pour pouvoir avoir une relation avec l'autre chaîne. Et en attendant d'avoir une relation avec l'autre chaîne, il va avoir une relation avec un homme qui va être un peu son pourvoyeur, qui va le sortir un peu de la misère d'où il se trouvait. Et là, c'est grâce à cet homme pourvoyeur qu'il va pouvoir devenir mère, notamment. Et ensuite, et là, ils ont ce pacte, les deux personnages, où quand il redeviendra Thierry, il pourra ensuite avoir cette fréquentation avec l'autre chaîne, qui par ailleurs le rejette initialement. Et là, c'est comme pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas envisager quand même avoir une relation avec Julien après être redevenu Thierry et inversement, pourquoi il n'aurait pas pu avoir la relation avec l'autre chaîne alors qu'il était Thérèse? Il y avait comme une espèce d'hétéronormativité dans cette proposition-là. Puis, éventuellement, bon, l'autre chaîne, qui a un passé de prostitution, elle est comme. Elle aime pas les hommes, en fait. Elle aime la sororité qu'elle entretient avec Thérèse. Mais quand Thérèse est Thierry, elle est comme initialement dégoûtée parce qu'elle n'aime pas les hommes, en fait. Mais là, il va y avoir une cour que je qualifierais d'harcelante envers le personnage. Et là, les choses se font assez rapidement. Et là, finalement, elle change son fusil d'épaule quand on lui offre une espèce de cage dorée. Je trouvais que c'était très... les stéréotypes de genre n'étaient pas tellement cassés dans ce roman-là, en fait. En somme, on allait plutôt directement là. Et il y a d'autres aspects qui m'ont un peu étonné, comme quand le personnage, bon, au début, il apprivoise son corps de femme, il doit aller s'acheter des vêtements parce qu'il ne possède pas de vêtements à sa... Puis là, ses premiers comme frémissements féminins vont être d'avoir une envie de s'acheter un sac à main. Là, je trouvais que c'était... Est-ce que c'est ça, être une femme, avoir envie de s'acheter un sac à main? J'ai trouvé que c'était... les codes de genre n'étaient pas autant cassés que la prémisse du roman le permettait. Et à un moment donné, j'ai eu cette réflexion, je me disais, mais c'est parce qu'on suit un mythe grec, et en voulant coller à ce mythe-là, qui a été écrit par des hommes blancs, par des hommes aristocrates, en fait. Ben, on regarde une narration qui suit un cheminement comme l'auraient imaginé des hommes aristocrates. C'est un peu l'impression que j'avais. Je trouvais que le fait de vouloir coller au mythe
enlevait la possibilité de cette transgression-là qui était proposée par la prémisse du changement de sexe là, du personnage. Ben, tu soulèves un bon exemple, tu sais, celui de la sacoche. Je vais te reprendre là-dessus. Tu sais, c'est vrai que, bon, c'est calqué sur le mythe, qu'il y a certaines choses dans le mythe, on ne peut pas s'en sortir. C'est peut-être binaire à la base, donc le récit reste quand même binaire, où il y a les hommes et les femmes qui sont très bien campés de chaque côté, sans vraiment avoir un entre-deux queer, pourrait-on dire. Mais tu sais, l'exemple de la sacoche, est-ce que c'était vraiment. Est-ce que c'est pas un peu superficiel, justement, dès qu'on devient une femme, ben là, on devient comme attiré aux sacoches ou on sent le besoin d'une sacoche comme si c'était une seconde nature? Monia, qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, c'est vrai ce que relève Baptiste, on le remarque, mais je crois que c'est en fait une façon de la part de l'autrice de critiquer un peu tous ces stéréotypes, toutes Mhm. ces images que l'on a de la femme, ou les images que partagent par exemple les médias sociaux. Donc, on est en train de nourrir ces stéréotypes, cette image par exemple, très très superficielle. Donc, quand on est femme, il faut avoir un sac à main, il faut avoir tel et tel vêtement, une belle lingerie. Donc, c'est une façon de critiquer, de dénoncer cette façon de voir, si vous voulez, de se représenter la femme. Et on le voit très bien, la femme dans ce roman est en fait la création de l'homme. Elle est le résultat du regard que l'homme porte sur la femme. Et on le dit, la femme se transforme en objet parce que l'homme la regarde comme un objet. Donc, la page 136, il y a un passage extraordinaire à ce niveau-là. Donc, je crois que c'est vrai, ça choque au début, mais on se rend compte que c'est pour soulever tous ces points-là. Et c'est cette volonté de mettre les personnes dans des catégories qui doivent obéir à certaines normes, à un certain modèle, à une certaine image. De très bons arguments, je pense. Baptiste, je me redirige à nouveau vers toi. Est-ce que tu es convaincu ou il y a encore Ah, un peu de. Je ben, sais pas. tu vois, Xavier, quand je lisais ça, j'ai beaucoup apprécié les passages où, effectivement, le personnage de Thierry va se rendre compte de toute la prédation masculine qui est autour de lui. Ça m'a beaucoup. Et j'aurais aimé qu'on aille plus loin là-dedans, en fait. Je trouvais que c'était à peine effleuré et assez rapidement, finalement, il y avait comme cette espèce et de là vient aussi la réflexion de Thierry sur la force des femmes, effectivement, qui était. J'ai apprécié ces parties-là, mais j'ai l'impression qu'assez rapidement, cette espèce de réflexion-là était sublimée par une espèce de désir de se conformer, ce qui est un peu aussi d'ailleurs ce que réclament les dieux hein, de Thierry. Il ne faudrait pas offenser l'ordre naturel des choses. Alors, essentiellement, c'est ce qu'ils font. Ils se conforment. Ils vont. L'amour va nous est présenté comme étant il faut passer par le mariage. On commence par se marier, ensuite on a des enfants. Ça vient comme immédiatement après le mariage. Il y avait quelque chose d'excessivement normé dans cette représentation-là de la vie sentimentale. Et puis, Mais moi, il y a en quelque fait, chose si tu me permets, tu sais, je trouvais vraiment intéressant les réponses que donnait l'autrice en entrevue, l'entrevue que j'ai menée avec elle plus tôt ce mois-ci. Et puis, son idée que, bon, Tirésias serait le personnage mythologique du 21e siècle parce que c'est un siècle qui est imprégné de fluidité des genres, de transgression des genres. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais est-ce qu'il n'y a pas un manque d'une je sais pas, une transposition des enjeux actuels, des choses qui se disent présentement sur le genre dans ce roman-là, Baptiste? ben, ouais, c'est un peu comme ça que je l'ai reçu. J'avais l'impression que la prémisse est intéressante, mais que le, le- le questionnement moral, ultimement, était. On avait passé à côté un peu, finalement, de ce questionnement-là. On aurait pu aller plus loin dans ce truc-là. Et
peut-être parce qu'il faut faire suivre le récit, arriver au point où l'androgyne sera devin, etc. Pour arriver à ce point-là, ben, on finissait par escamoter ce débat-là, ben, ou cette réflexion-là un peu, parce qu'il fallait passer rapidement à la prochaine étape, à l'enfant. Il y a une scène d'accouchement là-dedans. En fait, c'est pas une scène, c'est 2 lignes. Ça dit que l'accouchement s'est passé sans histoire. Enfin, moi, ça m'a. Parce que Alors, j'ai trouvé ça étonnant qu'on n'ait pas davantage voulu raconter l'expérience de cet homme-là qui va accoucher. Là. Puis trop aussi, au niveau de la sexualité aussi, bon, il y a évidemment cette question-là du plaisir sexuel. Est-ce que ce sont les hommes ou les femmes qui remportent la palme au niveau de l'intensité du plaisir, hein, qui va être débattu. Et et ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que la première initiation de sexualité du personnage, quand il est une femme, ce sera avec un rapport sexuel avec un homme, un rapport qui est d'ailleurs qui ressemble étonnamment à un rapport forcé. Là. Il refuse d'abord, là, il ne consent pas au rapport, le rapport a lieu et ensuite il est charmé. Euh, et plutôt que, bon, ben peut-être. Moi, j'aurais pensé qu'un personnage qui change de sexe voudrait se masturber, en fait. hmm, Parce que d'abord, la majorité des gens ne font pas l'expérience du plaisir sexuel d'abord mhm. dans un rapport à deux ou pénétratif. Là. Parce que la majorité des gens explorent leur corps dans eux-mêmes. Et pourtant, le personnage ne fait pas ça. Il y a quelque chose de. On dirait qu'on n'a pas osé. Je ne sais pas pourquoi. Ou je sais pas si c'est parce qu'on voulait coller au récit ancien ou parce que euh, on n'avait pas. C'est assez étonnant. Là. Il y a cette scène-là où le personnage va se faire essentiellement violer. Puis tout à coup, non, en fait, c'est une espèce de révélation qui est un ravissement, mais en même temps, le personnage est comme un peu déchiré par rapport à ça. Il se sent aussi avili par le personnage de Barthélemy, mais d'un bout à l'autre, il va rester fondamentalement accroché un peu à cette expérience de désir qu'il a eu avec Barthélemy. Mhm. Et puis moi, ça m'a étonné, ça. Ça m'a Je pense étonné qu'on beaucoup. est un peu dans, tu sais, comme le disait Monia tantôt, l'autrice, il va gros finalement avec des stéréotypes et puis ça sert, c'est là-dessus elle a construit son récit. Donc, on dirait que j'entends ce que tu dis, mais en même temps, peut-être que c'est l'intention de nous mettre ça en pleine face, de nous dire voici l'imaginaire qu'on a, finalement, voici ce qu'on s'imagine être les étapes logiques à suivre pour, je sais pas, avoir une relation. Mais c'est vrai que tu soulèves un bon point par rapport à l'accouchement, qui est pas très. Il n'y a pas beaucoup de choses qui est dites là-dessus. L'expérience de Thierry, finalement, reste assez et brossée rapidement. Monia, est-ce qu'il y a des choses dans ce que Baptiste a soulevé qui, toi, te font réagir, auxquelles tu veux répondre avant qu'on passe à autre chose? Oui, par rapport à l'accouchement, je crois qu'il y a quand même un passage intéressant où Thierry donc, et son mari et Julia essaient de Julien? voir un petit peu les différents rites utilisés dans différentes cultures et ils optent pour la couvade. Et là, il y a tout un jeu. Donc, moi, puisque l'un va jouer le rôle de l'autre, et moi, déguisé en femme, te remplaçant, toi, un homme déguisé lui aussi en femme, artifice magistral. Donc, il y a quand même quelques passages par rapport à ces rites qui, euh, qui accompagnent donc l'accouchement. Je crois que c'est d'une certaine façon voulu le fait de provoquer un peu la colère ou la déception du lecteur. Parce qu'on reprend ces stéréotypes-là et pour montrer que ces stéréotypes existent toujours et que on n'ose pas dire que on a eu une relation non consentie. Il faut avoir le courage de le dire et je pense à MeToo. Donc, souvent, la victime est critiquée et elle n'ose pas le dire. Donc, je crois qu'on reprend tous ces stéréotypes qui sont vus à travers le regard d'un homme qui découvre le monde féminin. Et à partir de là, c'est vrai que le lecteur est parfois déçu, parfois en colère, mais je crois que c'est surtout pour
pour critiquer cette société-là, pour dénoncer ces stéréotypes. Et je crois que l'espoir, c'est la petite fille qui, lorsqu'elle, donc le soir, c'est sa maman qui se couche, le matin, c'est son papa qui se lève, et lorsqu'il la prend dans ses bras, elle se contente de dire papa. Et je crois que cette fluidité de genre est très claire dans le regard de l'enfant, et cet enfant qui est cette petite fille qui est promise à un avenir de prophétesse. Donc, je crois que c'est vrai que c'est très discret. J'ai l'impression souvent de lire sûrement comme un tableau avec des petites couleurs comme ça que l'on décèle. Mais en même temps, je crois qu'il y a une critique d'une société qui, qui nourrit tous ces stéréotypes et aussi cette façon de voir le monde. Alors, il y a autre chose à prendre en considération quand on analyse le livre, à mon avis, surtout sous l'angle de, bon, Tirésias, qui serait le personnage mythologique du 21e siècle, cette fameuse idée de déranger l'ordre de la nature. Donc, c'est fait assez rapidement. Au début du livre, c'est assez anecdotique finalement. C'est Tirésias qui va déranger l'accouplement de deux serpents. Mais il va être puni pour ça, puni hein, pour ce geste-là qu'il a commis. Donc, cette idée de déranger l'ordre de la nature, tout de suite, je trouve ça évocateur. Il y a un lien certainement à faire avec les changements climatiques, la pollution et tout ça. J'imagine que vous l'avez ressenti aussi. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette idée finalement de déranger l'ordre de la nature et de la punition qui en découle? Baptiste, allons-y avec toi en premier. Ben, d'abord, cette idée-là, elle est, elle vient directement du mythe original, là, en fait. Là. Tu sais, même que dans la version d'Ovide, ça se passe exactement de cette façon-là. Là. C'est les serpents qui sont chassés de leur accouplement et qui vont provoquer la colère des dieux. Et j- oui, il y a cet aspect-là. Puis bon, vers la fin du roman, bon, quand ils arrivent ils essaient de rétablir un peu les choses. En fait, c'est ça qui arrive. Essentiellement, là, ils ont eu toute cette misère et ils tentent de rétablir les choses. Alors, ils vont prendre mille et une précautions pour s'assurer qu'on ne froisse pas justement l'ordre établi. Ils vont avoir une cérémonie d'inspiration chinoise pour le mariage avec l'autre chaîne. Et il va y avoir toute cette espèce de nécessité de ne pas brusquer les choses. Moi, je ne l'ai pas vu tellement sous l'angle de il ne faut pas brusquer la nature, il ne faut pas polluer. Je l'ai plutôt vu comme il faut. Moi, je voyais les dieux un peu comme une représentation de l'autorité. Et qu'en fait, ce qu'il faut pour arriver pour attirer son épingle du jeu, un peu ce qu'on nous montre, c'est qu'il faut, il faut se conformer, en fait. C'est lorsqu'on ne se conforme pas qu'on attire la colère des dieux, en quelque sorte. Moi, je l'ai plutôt vu sous l'angle de la nécessité de se conformer, qui est le pli que va finir par adopter essentiellement le personnage. Et par ailleurs, anecdote, hier, je me promenais ici à Yellowknife sur un sentier et il y avait le thé du Labrador qui était en fleurs. Ça ne dure vraiment pas longtemps la floraison du thé du Labrador. Et là, quand j'ai vu ça, je trouvais ça ravissant. Il m'est venu l'idée d'aller me cueillir un bouquet de cette fleur-là qui allait pas durer. Je savais que je l'aurais seulement pour peut-être une journée ou deux dans ma maison. Mais immédiatement après que je me suis emparé des boutons précieux, j'ai été assailli par une nuée d'insectes qui m'ont sont mis à me dévorer impitoyablement. Et là, je me suis dit, ça y est, je suis un peu comme dans la, la fable de Tirésias. J'ai déstabilisé l'ordre naturel des choses et maintenant, je suis victime de l'acharnement pour la faute que j'ai commise. J'avais vraiment cette impression-là. On comprend que déranger l'ordre naturel. L'ordre de la nature, ça survit à l'épreuve du temps, mais aussi ça dépasse la fiction. Finalement, c'est vraiment la réalité dans ton cas, en tout cas. Mais je tiens à dire que les moustiques à Yellowknife, l'été, c'est une terreur. Là. C'est horrible. Toi, de ton côté, Monia, qu'est-ce que tu retiens de cette idée de déranger l'ordre de la nature? J'ai lu le roman comme une invitation à respecter la nature. Pas l'ordre de la nature, mais la nature. Respecter la nature, ses silences, ses secrets, sa beauté,
pureté. Donc, mais en même temps, il ne faut pas oublier que la nature change. La nature a toujours changé. La nature évolue. Il y a des espèces qui disparaissent, il y a des espèces qui apparaissent, il y a des virus qui apparaissent, il y a des virus qui changent. Il y a des lacs qui se transforment en déserts. Et donc, je crois que même chose pour Thierry, qui s'est métamorphosé. Donc, la nature n'est pas statique. Donc, on doit respecter sa pureté, sa beauté, mais en même temps aussi avoir, si vous voulez, épouser un peu le rythme de la nature qui change. Et ce changement est inscrit vraiment dans le parcours du personnage. Je trouve que ça fait écho, et puis là, ça m'amène à la dernière question à peu près là, de notre club de lecture, mais ça fait écho avec cette idée d'un personnage mythologique qui représente un siècle. Et pour le 20e siècle, ce qui semble faire l'unanimité, c'est que c'était Prométhée qui personnifie bien ce siècle-là. Donc Prométhée qui est puni finalement pour avoir tenté de toucher au feu sacré. Donc, on peut faire un parallèle avec l'industrialisation, par exemple, et notre société, si on veut. Donc, on dirait que ça résonne avec cette idée de déranger l'ordre de la nature. Et puis, bon, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation de l'autrice qui dit que Tirésias, selon elle, serait le personnage mythologique du 21e siècle? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a un autre personnage qui vous vient en tête? Qu'est-ce que vous en pensez? Mounia, commençons avec toi. Je trouve que cette idée que défend Simon Chapuis est quand même une idée très, très courageuse. Et c'est quand même un mythe qu'on ne connaît pas beaucoup, donc beaucoup moins célèbre que celui de Prométhée, de Sisyphe. Donc, mais en même temps, dans cette métamorphose qui permet d'apprendre, je crois que c'est un mythe qui pourrait représenter un peu le 21e siècle, avec tous ces changements, tous les changements que l'on vit depuis le début de ce siècle, un siècle très, très spécial. Et c'est un siècle qui nous pousse à évoluer, à apprendre à partir de tous ces changements-là et de ne pas avoir peur des changements. Je crois que c'est pour cette raison que Tirésias pourrait être le personnage de ce siècle, un siècle qui change et qui nous incite à ne pas avoir peur. On doit au contraire s'adapter à tous ces changements et ne pas avoir peur. Très intéressant. Et toi, Baptiste, j'ai l'impression que ta réponse sera un peu différente, mais même question. Ah, ben, l'idée selon laquelle Tirésias puisse être le personnage du siècle, pourquoi pas? Je dois dire que je ne me suis pas longuement questionné à savoir qui allait être le personnage mythologique qui allait représenter le siècle. Il est d'ailleurs naissant, qu'on a peut-être une vision un peu courte là, de ce qu'est le 21e siècle, là, forcément. Bon, après, on peut penser qu'il y aurait peut-être d'autres personnages là, qu'on pourrait imaginer comme étant archétypales du 21e siècle, comme bon, la figure de Narcisse, par exemple, là, on est beaucoup dans une époque où on est un peu tourné vers nous-mêmes, où on aime beaucoup se regarder. Puis, Oui. puis, mais pourquoi pas, oui. Par contre, je pense que moi, ce que je pense, c'est que le personnage de Tirésias, certes, comme figure de la transformation, mais on aurait intérêt à déconstruire le mythe, je pense. On aurait intérêt à davantage essayer d'oser se détacher là, du mythe, de prendre la figure peut-être, mais de la transcender également. Je pense que c'est... Puis moi, ça reste que c'est un peu ça qui est ma critique principale de ce roman-là, c'est que ce travail de déconstruction-là n'est pas assez fait. L'intérêt est là, je pense, mais... Il est certainement actualisé. L'actualisation s'est faite, mais peut-être pas aussi déconstruit que toi, tu l'aurais voulu, c'est ça? Oui, ben, en tout cas, je pense qu'on pourrait oser être plus radical dans notre métamorphose, je pense. C'est l'impression que j'ai, en tout cas. Mais j'ai beaucoup de plaisir à lire ce roman, par Oui, je pense que c'est un plaisir qu'on a tous partagé. Puis c'est vrai que Narcisse, c'est un nom qu'on entend aussi souvent, là, en référence surtout à la montée de l'individualisme.
et notre fâcheuse manie de se prendre en selfie. Je réalise que j'ai toujours pas posé de questions au public, ce qui n'est pas dans mon habitude, mais je vous pose la question à ceux et celles qui nous écoutent en direct sur le Zoom, si vous êtes d'accord avec le fait que Tirésias serait la figure mythologique du 21e siècle. Vous pouvez nous répondre oui, non, expliquer un peu. En attendant vos réponses, le mot de la fin de votre côté, en rétrospective, après avoir lu ce livre, qu'est-ce que vous allez retenir? Est-ce que vous le recommanderiez à vos amis, à vos connaissances, Monia? Oui, absolument. Mais je demanderai à mes amis d'être patients parce que ça commence lentement. Il faut attendre. Il y a beaucoup de passages descriptifs. Donc, on a l'impression qu'on est en train de préparer une surprise. On maintient le suspense. Donc, il faut être patient. Et c'est au chapitre 7 que tout bascule et qu'on commence à voir un peu tout ce qui se passe. Donc, c'est ce rythme qui m'a au début un petit peu gênée, mais ensuite, bien sûr, j'ai beaucoup aimé. Donc, oui, je recommanderais. Et c'est un roman qui se lit de différentes manières. Moi, c'est ce que j'ai surtout aimé. On peut le lire comme un roman sur une réécriture du mythe, sur la femme, sur l'écriture, sur la nature, l'environnement. Donc, on peut lire le roman de différentes manières. Je crois que c'est vraiment avec tous ces, toutes ces références à d'autres romans aussi, à d'autres écrivains, à d'autres mythes. Donc, il y a cette intersexualité aussi qui invite le lecteur à, à s'amuser aussi. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'intertextualité et moi, personnellement, je ne voyais pas ça comme une lourdeur. On dirait qu'il y avait des choses que je captais, d'autres que je comprenais moins, mais on pouvait quand même continuer sans problème. Donc, c'est bien de le mentionner comme ça en fin de discussion. De ton côté, Baptiste, est-ce que tu recommanderais ce livre-là à tes amis, à tes proches? Oui, je suis d'accord un peu avec ce que dit Monia. C'est effectivement un livre qui a plusieurs couches, plusieurs façons de le recevoir. J'ai été charmé par la prose élégante de Simone Chaput, que je n'avais jamais lu par ailleurs. Je suis très ignore de l'œuvre de Simone Chaput. Euh, Puis ça m'a donné le goût d'aller lire davantage de Simone Chaput, en fait. Mais ensuite, est-ce que... Oui, je pense que je recommanderais ce roman, mais peut-être avec une petite note, une petite note euh, de mise en garde, là, parce que, bon, j'étais fâché un peu par moment en lisant ça, parce que j'avais l'impression que, effectivement, là, j'étais un peu en désaccord avec la morale qui était véhiculée dans ce roman. Mais bon, en fait, c'est pas une mauvaise chose que de se colter à des lectures qui nous confrontent. Là. Moi, je recommande, en fait, de se colter à des lectures qui nous confrontent. C'est très important. Puis essentiellement, j'ai passé un très agréable moment en compagnie de la langue de Simone Chaput, même si j'ai amené des questionnements sur l'usage d'un peu des niveaux de langue là-dedans. Mais j'ai beaucoup de plaisir. Puis je pense que le roman fait son travail de nous transporter, en fait. Puis on n'en a pas beaucoup parlé, là, mais il y a plein de stations et de changements de lieu, de changements d'atmosphère. On passe dans le milieu de la prostitution là-dedans, dans le milieu mondain new-yorkais, dans la langueur de la plage, et aussi là, où tout l'aspect un peu réaliste magique. Quoi qu'on n'est pas exactement dans le réalisme magique ici, parce que dans le réalisme magique, normalement, les choses surnaturelles se produisent et c'est accepté nécessairement par les gens du récit. Alors que là, les gens, on sent que les personnages sont pas tout à fait... Ils n'acceptent pas nécessairement là, que le surnaturel puisse venir contrecarrer leur plan. Là. Mais il y a un peu là, cet aspect-là. Puis moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette lecture. Donc oui, je le recommanderais. On le recommande. On découvre aussi Simone Chaput qui a au-dessus d'une dizaine de livres à son actif. Donc, côté public, je vois qu'il y a Noura
qui nous a écrit en début d'heure et je l'ai complètement raté, donc je m'en excuse. Peut-être dans le moment où je me suis perdu pendant quelques secondes. Donc, Noura nous dit bonsoir. Elle est autrice, poétesse, éditée au Maroc qui nous écoute ce soir. Donc, bonsoir à toi, de l'autre côté de l'océan. Et puis, Lucie Larose qui nous dit « J'aime l'idée que Narcisse soit plus approprié pour représenter le 21e siècle. » Donc, on peut se laisser là-dessus avec ce questionnement-là. Est-ce que Narcisse serait pas notre figure mythique du 21e siècle? Je pense que c'est certainement une question qu'on peut se poser, puis que peut-être Simone Chaput ou un autre auteur ou une autre autrice pourrait répondre dans un futur roman. Donc, merci beaucoup à tous les deux, Monia et Brahim, oui, et Baptiste Foisy d'avoir été là avec moi ce soir. C'était vraiment un plaisir de vous parler. Je rappelle que Les Derniers Dieux de Simone Chaput est paru en 2018 aux éditions du Blé et c'est disponible présentement sur le site de la Bibliothèque des Amériques gratuitement en format numérique. Merci à toute l'équipe du Regroupement des éditeurs pour leur soutien dans la réalisation de ce club de lecture. Je vous rappelle que le mois prochain, en juillet, on va lire Coquelicot sur un rocher d'Aurélie Rage qui est paru chez Bouton d'Or Acadie en 2020. Et ce sera José Thibault d'Edmonton et la booktubeuse montréalaise Mélanie Janard qui seront avec moi pour discuter de ce roman. Je dois le préciser, notre seul roman jeunesse de la saison 2021 du club de lecture. Mais j'ai commencé à le lire et puis c'est quand même agréable pour les adultes également. Donc, c'est vraiment un bon roman pour enfants plus jeunes et pour adultes également. On y trouve vraiment notre compte, donc je vous le recommande. Et bien sûr, je vous invite à aller des nôtres en juillet pour en parler. Et le roman est aussi accessible gratuitement sur le site web de la Bibliothèque des Amériques. Donc, merci encore, Monia. Merci, Baptiste. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et bonsoir à tous. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.